gestion sous mandat, elle était sur tout. Donc le contrat était en gestion sous mandat sur 1 million d'euros, même sur le fonds euro. Donc il payait des frais de gestion sous mandat pour gérer du fonds en euros. Voilà, exactement, qui bougeait pas. Donc c'est exceptionnel. Donc le problème de ce système-là, c'est que tu es forcément du côté de la banque, tu gagnes même plus d'argent à vendre ton fonds. Donc tu vas vendre ton fonds. Sauf que le problème pour le client, c'est que le fonds, c'est pas forcément le meilleur. Faut pas que ton conseiller soit incité à faire un mouvement sur ton contrat parce qu'il gagne de l'argent. Faut qu'il fasse un mouvement seulement parce qu'il faut le faire. En fait, ce forfait-là, quand vous le payez, si vous voulez vraiment être en banque privée et que c'est vraiment votre rêve d'être en banque privée et d'arriver sur un tapis rouge et ainsi de suite, à ce moment-là, demandez de l'ingénierie patrimoniale, demandez les autres services de la banque privée. Parce que la gestion financière, vous inquiétez pas, ils se rémunèrent largement assez. On voit beaucoup de courtiers, honnêtement, parfois c'est pire, qui vont vers vous avec un contrat d'assurance vie 1 million d'euros. SCPI, produit structuré, terminé, c'est la location. Donc le mec il prend 5% dessus, il gagne 50 000 euros. Après ton contrat qui performe ou qui performe pas, il s'en fout, il est parti. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va voir comment un client perd 30 000 euros par an à cause de sa banque privée. Et j'ai Axel Godet, expert financier du cabinet Bonnet Doyen Conseil, avec nous pour en parler. Déjà, j'aimerais que tu me racontes la situation, le cas pratique. Quelle est sa situation à ce monsieur ? Alors ce monsieur, il est suivi en banque privée depuis 10 ans et il avait placé environ 1 million d'euros. Enfin, il avait placé 1 million d'euros il y a 10 ans. Donc, ce monsieur, il avait un objectif vraiment de long terme, c'est-à-dire que c'était vraiment pour transmettre. Donc, il a placé en assurance vie pour optimiser les abattements, bref, blablabla. Et l'idée, c'était de faire fructifier au mieux son capital. Il avait un profil de risque entre équilibré et offensif. Donc, c'était pas que de l'action, il y avait un peu de fonds euros, des supports alternatifs, mais il y avait quand même une grosse partie d'action. Ok. Donc, le constat, c'est qu'en 10 ans, on a calculé sa performance en prenant tous les frais en compte, parce qu'il y a des frais qui sont un peu cachés, notamment les forfaits banques privées qui sont pris sur le compte courant, mais il faut les prendre en compte. On a une performance annualisée de 2,5% par an. Net de tout ? Net de tout. Ok, 2,5%. Donc ça fait 1 280 000 euros. Donc il a gagné 280 000 euros en 10 ans. On peut penser qu'il a gagné 280 000 euros en 10 ans, donc c'est bien. C'est bien, ça paraît beaucoup. C'est beaucoup, pour certains clients. 280 000 euros, moi j'aimerais bien qu'on me les donne là, comme ça. Ok, donc en 10 ans, ça paraît beaucoup sur un profil plutôt équilibré, on est d'accord, hein. Sur un profil entre équilibré et offensif. Équilibré et offensif. Ok. Ouais, donc c'est un niveau de risque à 4 sur 7, quoi, sur une échelle de risque. Bref. Ok. En gros, il y avait 20% de fonds euros, il y avait 60% d'actions, il y avait 20% de fonds flexibles. Ok. Est-ce que tu peux maintenant m'en dire un peu plus sur déjà la répartition de son contrat, tu viens de me le faire, Ouais. mais plutôt sur la partie frais. Comment c'était détaillé là-dedans? Alors, il n'y a pas de frais d'entrée, parce que effectivement, Ok. les banques privées, sur 1 million d'euros, encore, on ne va pas prendre 4,5 de frais d'entrée quand même. Et comme quoi, à l'époque, il y avait peut-être encore un ou deux, mais c'est vrai qu'à lui, zéro, il on n'avait était. pas eu parce qu'il avait bien négocié. À zéro, il est bien négocié. Enfin, il croyait avoir bien négocié. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de frais d'entrée, mais il y a un truc qui s'appelle les frais d'arbitrage. Et là, ça tabasse. Donc, les frais d'arbitrage dans cette banque-là, c'était 1%. Donc, 1% de frais d'arbitrage, sachant que les conseillers ont des objectifs pour faire des arbitrages. Et en moyenne, bon, j'ai pas l'historique sur 10 ans, mais quand on a vu sur 2-3 ans, en moyenne, ils aient tourné 25% du portefeuille chaque année. Donc, en fait, tu avais 0,25% de frais d'arbitrage qui étaient prélevés. Tu avais les frais de gestion classiques de 1%, mais comme sur de nombreux contrats, donc ça, rien d'extraordinaire. Tu avais une gestion sous mandat qui était environ à 0,75%. Mais attention, la gestion sous mandat, elle était sur tout. Donc le contrat était en gestion sous mandat sur 1 million d'euros, même sur le fonds euro. Donc il payait des frais de gestion sous mandat pour gérer du fonds en euros. Voilà, exactement, qui ne bougeait pas. Bon, c'est exceptionnel. Donc c'est service banque privée. Mais d'ailleurs, ça existe encore, hein. Ah, ça existe encore. Et toujours dans la même banque d'ailleurs. Et donc 0,75%, donc déjà tu as les 0,25 de frais d'arbitrage, tu as les 0,75% de frais de gestion sous mandat, plus les frais de gestion, tu as déjà 2% de frais. Donc en soi, les frais de gestion, il en faut, parce qu'il faut bien qu'ils se rémunèrent quelque part, mais tu as déjà 1% de frais en plus avec la gestion sous mandat et les arbitrages. Le problème de ces frais-là, c'est que la gestion sous mandat, leur intérêt, c'est de faire des maximums d'arbitrage, parce qu'à chaque fois que tu fais un nombre d'arbitrage, tu prends des frais. Donc parfois, tu n'as même pas besoin de raison de changer les fonds, mais tu vas les changer juste parce qu'il faut prendre des frais. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et le pire dans tout ça, c'est que tu regardes à l'intérieur de cette fameuse gestion sous mandat. Donc, alors la gestion sous mandat, déjà, comment c'est vendu par les banques privées? C'est vraiment le service banque privée. Tu as un gérant qui est exceptionnel, qui va s'occuper de manière personnalisée de tes actifs. Quand tu es en vacances, quand tu es au ski, quand les marchés se cassent la figure, il sera là pour gérer. Parce que lui, il est jamais en vacances. Voilà. Et puis, lui, il a une boule de cristal. C'est qu'il est là, quand les marchés s'écroulent, il est là pour gérer, etc. Donc, c'est vraiment très bien vendu. Les gestions sous mandat, c'est vraiment le truc à avoir. Sauf que si tu te rends compte, la performance de la gestion sous mandat, elle est pas du tout au-dessus du marché, elle est bien en dessous du marché. À l'intérieur de la gestion sous mandat, si tu regardes, tu as souvent les fonds de ta banque. Donc là, auquel cas, c'était ça. Dans les fonds actions, les fonds flexibles, tu avais beaucoup de fonds de la banque en question. Tu avais 1 ou 2 fonds externes et tu avais un ETF pour faire joli. Donc, histoire de dire qu'on met des ETF qui représentaient, je crois, 1% de la partie action. Donc, c'était à peu près ça. Et donc, tu avais des fonds majoritairement maison. On répète les fonds maison. Pourquoi on vend des fonds maison? Parce que tu as le système de rétrocession. Si tu vends les d'autres fonds qui sont
sûrement meilleurs que les tiens, tu gagnes 2 fois moins de frais de gestion en rétrocession, alors que si tu vends les tiens, tu touches 100% des frais, soit 2%. Oui, Donc, fonds maison, juste pour le réexpliquer rapidement, ouais, c'est les fonds de la même maison. C'est-à-dire que ouais, je m'appelle un tel, je vends du un tel. C'est-à-dire que je ne vais pas vendre si je m'appelle X, je vais vendre du X, je ne vais pas vendre du Y. Et c'est exactement. ça qui est un peu différent. Donc on ne va pas vendre les sociétés de gestion externe, on ne va pas, si on s'appelle BNP, vendre du Edmond de Rothschild, pour donner un exemple. Voilà, où on peut en faire, mais pas en majorité, parce qu'on Voilà, gagne bien exactement. moins. Donc le problème de ce système-là, c'est que tu es forcément du côté de la banque, tu gagnes bien plus d'argent à vendre ton fonds. Donc tu vas vendre ton fonds, majorité. Sauf que le problème pour le client, c'est que le fonds, c'est pas forcément le meilleur. Il y a des banques qui ont un ou deux fonds qui sont pas trop mal, qui sont plutôt bons. Il ne faut pas croire que les 20 fonds qu'ils vont te proposer, c'est les 20 meilleurs du marché. Donc le problème, c'est que toi, en tant que client, tu vas avoir un manque à gagner de performance. Tu vas avoir de la performance, parce que là, tu as fait 2,5. Tu vas avoir de la performance, tu vas pas te rendre compte du manque à gagner. Et on regarde à peu près les fonds, et en moyenne, tu avais un manque à performance par rapport aux meilleurs fonds du marché. Et encore, je suis sympa, de 2% par an. Ok. Donc toi, imagine, tu fais 4. Tu as fait 4, tu as gagné 4, tu es content. En fait, tu aurais dû faire 6. Si tu avais vraiment été bien conseillé. Moi, je veux bien qu'on fasse payer des gestions sous mandat, qu'on fasse l'arbitrage, que le client s'occupe de rien. Mais si on te fait payer une gestion sous mandat et qu'en plus, on te refourgue les fonds de la maison, c'est vraiment la double lame, quoi. C'est terrible, tu peux faire l'un ou l'autre. Mais là, c'est vraiment faire payer pour vendre des fonds maison. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment abusé. Et ça encore, c'est pas le pire, parce qu'il y a eu, on a d'autres clients dans cette même situation qui ont souscrit une offre gestion sous mandat ETF. Alors ça, c'est la nouveauté, parce que les ETF, on en parle souvent, c'est la mode. Les ETF, c'est très bien, c'est des supports qui vont répliquer un indice, tu as très peu de frais de gestion, et dans la majorité des cas, les ETF vont battre les fonds. Donc tu as une meilleure performance, que notamment tu as moins de frais. Bref, donc les ETF, c'est la mode, c'est très bien. Il y a des banques privées qui ont sorti des gestions sous mandat ETF, qu'elles te font payer 1,2% de commission à l'année. C'est Alors vrai, ça, pour des ETF, c'est génial. ça, attention, parce que les commissions de gestion sous mandat, parfois, elles sont prises sur le compte courant. Donc, tu vas calculer ta performance à la fin de l'année. Tu vas pas prendre en compte, du coup, les 1,2 qu'on t'a pris sur la commission de gestion sous mandat et éventuellement le forfait banque privée. Si tu veux calculer vraiment la performance que tu as faite, il faut prendre tous les frais qui sont liés, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Ok. Donc, tu as une gestion sous mandat ETF qui coûte environ 1,2% ou 1%, on va dire 1% en moyenne, qui est aussi sur le fonds euro, parce que dans la gestion sous ETF, si tu as un profil équilibré, tu as un peu de fonds euro. Donc, on te reprend 1% sur le fonds euro, sachant qu'on t'a déjà pris 0,8 de frais de gestion du fonds euro classique. Donc, tu as 1,8% de frais de gestion sur le fonds euro. Voilà, déjà. Et dans la partie gestion ETF, tu as des profils où tu n'as que 35% d'ETF et le reste des actions, c'est des fonds actions de la banque. Donc, en fait, tu payes 1,2% de frais de gestion, plus les frais de gestion des fonds de 2%, plus les frais de gestion du contrat, tu te retrouves vite à 4% de frais, alors qu'en théorie, tu as une gestion ETF. Donc, tu te retrouves avec une gestion ETF qui coûte plus cher que si tu avais des fonds classiques. Non, mais c'est quand même incroyable. Mais c'est fort. Non, mais c'est fort. Franchement, il faut le dire, c'est fort. Non, mais c'est vraiment incroyable. Enfin, franchement, je crois que vous en rendez pas compte, mais vous payez des frais qui sont exorbitants. Et du coup, comment on peut améliorer cette performance? Parce que 2,5% par an, quand je t'entends, ça a été énormément grévé par la performance des fonds plus les frais. Tu as un manque à gagner effectivement de la performance des fonds, les frais. Donc déjà, les arbitrages, ça dégage. Enfin, Pas de frais d'arbitrage. alors les arbitrages, ça dégage pas, mais les frais d'arbitrage, ça dégage. Faut pas que ton conseiller soit incité à faire un mouvement sur ton contrat parce qu'il gagne de l'argent. Faut qu'il fasse un mouvement seulement parce qu'il faut le faire. Typiquement, là aujourd'hui, demain, tu as des taux d'intérêt qui se cassent la figure. Là, on va arbitrer les obligations parce qu'on aura pris la plus-value. Ça, il faudra le faire. Donc, il faut faire l'arbitrage. Et ici, c'est faire un arbitrage juste pour prendre 1% de frais, ça dégage. Donc déjà, là, on a gagné 0,25 sur ce client parce qu'il y a eu, tu te rappelles, il y avait 25% de son contrat qui était arbitré en moyenne chaque année. Ok. Ensuite, la gestion sous mandat, ça dégage. 0,75 d'un coup, par contre, là, ça gagne. 0,75 d'un coup, ça dégage. Tu fais une gestion libre, tu prends les meilleurs fonds, etc. Voilà. Donc là, tu as Qu'est-ce qu'on déjà va te gagné. dire, qu'est-ce qu'on fait à la place? Tu as déjà gagné 1% déjà. Voilà. Ok. Ensuite, tu prends les meilleurs fonds, tu prends des ETF qui sont très bien sur les indices. Tu prends des fonds, ça dépend de ce que tu as comme type d'actif. Tu as des obligations, tu peux mettre des fonds obligataires. Les actions, tu mets des ETF. Tu peux mettre aussi des fonds actions de cette thématique. Si tu aimes les small caps, si tu aimes les marchés émergents, tu as des très bons fonds qui sont parfois mieux que les ETF. Tu diversifies comme ça. Tu n'as pas de gestion sous mandat, c'est une gestion conseillée. Donc, tu as gagné 1% déjà entre les 0,25 et les 0,75 de gestion sous mandat. Et tu as gagné 2% de manque à gagner. Enfin, tu as récupéré tes 2% de manque à gagner. Parce qu'avant, tu avais des fonds bancaires de la maison, des fonds maison. Là, tu as les meilleurs fonds du marché, uniquement les meilleurs fonds du marché, donc les ETF ou des fonds, et tu récupères environ 2% par an. Donc au total, du coup, tu as 3%. 3%, donc ça fait une allocation environ à 5,5% net de frais de gestion pour un profil équilibré, etc. Et encore, je suis sympa. Je te fais cadeau du forfait banque privée qui est de 1000 ou 1500 balles ou 2000 balles ou 500 balles. Ouais, mais sur 10 ans, c'est 10, 15 000 euros qui partent. S'il vient gréver ta rentabilité. Et encore qu'on ne prend pas en compte dans le calcul de la rentabilité, que les clients ne prennent pas en compte parce que c'est privé sur le compte courant.
Donc à la fin de l'année, ils voient leur performance. Donc peut-être qu'ils voyaient 3,5 ce monsieur, sauf qu'ils ne retraitaient pas les 0,75% de frais de gestion sous mandat et le forfait banque privée. Donc ça, c'est... Parce que sur 1 million, c'est 0,10%. Ouais. Mais sur 500 000, c'est beaucoup plus 1000 euros. Et ainsi de suite. Ah, puis je crois qu'ils payent Sur 500 000, c'est 0,20. Sur 250, c'est 0,40. Ah, ça peut aller Donc très vite. attention, parce que le forfait convention banque privée de n'importe quelle banque peut paraître énorme en pourcentage si les montants que vous gérez ne sont pas énormes, ils ne sont pas conséquents. En fait, ce forfait-là, quand vous le payez, si vous voulez vraiment être en banque privée, et que c'est vraiment votre rêve d'être en banque privée et d'arriver sur un tapis rouge et ainsi de suite, à ce moment-là, demandez de l'ingénierie patrimoniale, demandez les autres services de la banque privée. Parce que la gestion financière, vous inquiétez pas, ils se rémunèrent largement assez. Ouais, carrément. Et du coup, au final, tu arrives à un rendement de 5,5, donc c'est pas non plus extraordinaire pour un profil offensif sur le long terme, parce que tu as des années pourries, on va pas se mentir, tu as des bonnes années comme des années pourries où tu peux être en négatif. Et bah, tu n'avais pas 1 280 000, à ton avis, tu avais combien? 1 500 000, 700. 1 700 000. Donc tu gagnais 400, tu as 428 000 euros d'écart à peu près sur 10 ans. 428. Donc on dit que c'est 30 000 euros par an, mais vu que c'est capitalisé, au C'est final, beaucoup plus. Tout à fait. l'écart, c'est 428 000 euros sur 10 ans. Donc au final, la personne aujourd'hui, s'il avait fait quelque chose de simple, hein, encore, là, on est vraiment sur un truc à 5,5, c'est pas violent. Hein. Sur les marchés actions, sur les 10 dernières années, ils ont fait 15% par an, les marchés américains avec la tech. Donc on parle 5,5, c'est quelque chose de vraiment qui a été faisable de manière assez simple. Donc tu avais quand même un écart de 428 000 euros. Donc tout à l'heure, tu étais content d'en avoir gagné 280. Là maintenant, tu as un peu les boules d'en avoir perdu au final, d'avoir un manque à gagner de 480. Ouais, c'est énorme. Donc, Et encore, tu es parti sur quelqu'un qui était positif. Hein. Il y en aura d'autres, des cas. Mais là, effectivement, on y va mollo. On rentre sur quelqu'un qui est positif. On a d'autres clients sur 5 ou 6 ans qui n'ont pas gagné d'argent. Donc ça, c'est un miracle. On ne sait pas comment. Mais ils n'ont pas gagné d'argent. Alors là, on parle des banques. Mais attention, il n'y a pas que les banquiers. Et puis, il y a des très bons banquiers aussi. Donc, il y a des très bons et des très mauvais. Il y a aussi des très mauvais courtiers. Attention, parce que là, on parle des banquiers. On voit beaucoup de courtiers. Et honnêtement, parfois, c'est pire. Qui vont vers vous avec un contrat d'assurance vie à 1 million d'euros. SCPI, produit structuré, terminé. C'est la location. SCPI, produit structuré. Donc le mec, il prend 5% dessus, il gagne 50 000 euros. Après, ton contrat qui performe ou qui performe pas, il s'en fout, il est parti. Parce qu'il a gagné 50 000 euros. On est Donc d'accord. attention. Il y a moins de réglementation là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est moins contrôlé par la gouvernance. La gouvernance des grandes banques privées protège un peu les clients sur la conformité. Ouais. C'est ça. Au niveau de la banque privée, on ne pourra jamais mettre 100% en structuré. C'est interdit. Exactement. Donc au moins, c'est bien, c'est vraiment réglementé, c'est carré. Je dis pas que les offres sont excellentes, mais au moins, c'est carré. Alors qu'il y a des courtiers, nous, on voit, franchement, ils mériteraient d'aller en prison. Honnêtement, tu fais 100% sur un produit structuré single stock à quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est un produit structuré et qui dit potentiellement qu'il a besoin de la moitié des fonds dans 6 mois. Enfin, c'est du vol. Donc faites attention aux courtiers aussi. Les produits miracles, capital garanti, etc. Il y a toujours des conditions. Il y a des très bons produits, on le répète. Mais si quelqu'un arrive vers vous et vous propose directement une majorité de l'allocation sur du structuré ou sur de la SCPI, généralement, c'est qu'il veut bosser pour lui et pas pour vous. Puis moi, j'aime bien ce que tu as rappelé aussi dès le départ du podcast, c'est le rendement net de frais qu'il faut regarder. Donc au final, c'est vrai que si vous payez 2% de frais et non pas 1, vous payerez chez nous parce que nous, on est plutôt vers les 1% que les contrats, les frais de gestion des contrats au final, hein, pas de frais de gestion sous mandat, rien, nous on rajoute rien. On prend l'assureur, on voit combien il fait de frais et derrière, on avance ensemble. Mais sur la partie que si vous payez 2, vous payez 1% supplémentaire, par exemple en allant en banque privée, à ce moment-là, s'il vous rémunère 2% de plus, oui, c'est rentable. C'est rentable, mais il faut juste que ce soit rentable. Si je paye 15% de frais mais que je fais 20% de performance nette, je suis le plus heureux du monde. Exactement. C'est que les frais, c'est un argument et c'est vrai que c'est la majorité des cas. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est le manque à gagner en fait des fonds. Parce que les frais, même si tu payes 1% de frais d'arbitrage ou de gestion sous mandat, si tu as des excellents fonds, c'est pas très grave. Mais ce qui est le pire, ce qu'on voit pas, c'est le manque à gagner. C'est quand tu as des fonds sur 10 ans qui font 100%, alors que l'indice de référence, par exemple, il y a des fonds monde qui font 100%, alors que le MSCI iWorld, il fait 200%, tu as 100% d'écart sur 10 ans, tu as 10% par an. Je m'en fous de payer 1% de frais en plus. Mais le vrai gap, c'est le manque à gagner sur le long terme. C'est là où tu perds de l'argent. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on ne le voit pas parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que nous, on voit qu'on gagne 4%, mais ça se trouve, on aurait peut-être gagné 7% si on avait le meilleur fonds. Donc c'est ça qu'on ne voit pas. Les frais, c'est un argument, effectivement, on le voit souvent, c'est abusé. Mais le pire, c'est vraiment le manque à gagner. Donc c'est les fonds maison, c'est l'absence de TF dans les contrats. Donc si tu n'as aucun, si aujourd'hui, en 2025, 2026, tu n'as aucun ETF sur ton contrat, si tu as beaucoup de fonds actions, c'est qu'il y a un problème. Puis moi, j'ai la petite question piège pour les auditeurs, mais si vous devez choisir entre 3% de performance nette de tout, nette de frais, avec quelqu'un qui vous prend 3% de frais ou quelqu'un qui vous prend 1% de frais, prenez forcément la personne qui vous prend 1% de frais. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que celle qui vous prend 3% prend beaucoup plus de risques pour faire la performance. Ça, c'est important. Et donc, il faut toujours choisir le rendement net de frais qui est équivalent celui qui prend le moins de frais. Parce que de votre côté, ça veut donc dire qu'il a pris moins de risques pour faire la même performance et donc que le portefeuille est moins volatile. Et ça, c'est important aussi de le savoir. Et ça, c'est hyper important. C'est qu'il y a toujours la performance qui corrèle au risque. Peut-être que quelqu'un va faire plus que... Quelqu'un qui va faire 5% de performance, mais alors qu'au final, il prend 5% de frais.
et vous vers Q4 avec quelqu'un qui n'en prend pas, quand les années sont Même à bonnes, réfléchir, effectivement. quand les années sont bonnes, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est les mauvaises années, sauf que d'un côté, vous faites moins 15 alors que de l'autre côté, vous faites 0. Quoi. Donc c'est toujours corrélé par rapport à l'allocation. Donc on ne peut pas comparer effectivement une allocation qui est 100% défensive obligataire avec une allocation 100% action. Donc sur une année standard, les actions elles vont éclater les obligations. Elles vont en mettre 3 ou 4 points. Sauf que sur une année catastrophique, ça va être, il y aura peut-être 10 points d'écart en faveur des obligations. Donc c'est vraiment en fonction de votre niveau de risque. Merci beaucoup Axel pour cet épisode fort enrichissant. Et si vous appréciez ce type de contenu, je vous le redis encore, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et surtout à nous dire en commentaire de faire d'autres situations clients si ça vous intéresse. On va parler de nos clients, nous on va parler de ce qu'on voit, le concret, le réel. Donc n'hésitez pas à le dire. Merci à vous en tout cas, merci de mettre la note de 5 étoiles également sur Spotify ou Apple Podcast. Ça vous pouvez le faire et ça nous aide grandement à continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Merci à vous et à très bientôt.